Dans l'avant-dernière vidéo, je présentais les quelques déclarations concernant le char T-14 et plus généralement la plateforme Armata. Dans l'interview du début, un certain véhicule était déjà mentionné dans les projets un peu en suspens. Puisque je suis dans ma période plus critique des véhicules de mon centre d'intérêt principal, c'est-à-dire les chars soviétiques et russes, j'aimerais aujourd'hui m'attaquer à un sujet qui ne laissera absolument personne indifférent. Le véhicule de combat de soutien de char, le BMPT. Vous l'aurez compris, je vais aujourd'hui retracer son histoire, aussi bien du véhicule que de la classe de véhicule éponyme, mais aussi expliquer pourquoi je pense, ainsi que d'autres personnes, que le BMPT dans sa forme actuelle est au mieux une aberration et au pire de la haute trahison. Avant de faire fuir de ma chaîne toutes les personnes qui peut-être admiraient sans vraiment y réfléchir ce blindé, je vous promets dans un futur pas spécialement proche, une vidéo qui compensera largement ces deux vidéos plus critiques. Enfin bref, plongeons dans l'histoire du concept. Décembre 1979. Les troupes soviétiques pénètrent en Afghanistan et débutent l'un des plus grands défis que connaîtra l'armée soviétique, la guerre asymétrique. Ils arrivèrent avec des véhicules lourds, très lourds pour la région, comme des T-62. Si ces blindés étaient surpuissants en comparaison au matériel adverse, eh bien la réalité du terrain fit que le matériel le plus apprécié était plus léger. Par exemple, le BMP-2. Il s'agit d'un véhicule simple, peu coûteux, polyvalent de par son apport de troupes, mais quand même redoutable grâce à son canon de 30 mm et son lance-missile anti-char. Je ne vous l'apprends pas, l'Afghanistan est un pays très montagneux, et une partie non négligeable de l'invasion soviétique se fit dans ces montagnes. Dans ce contexte, l'élévation importante du 30 mm du BMP était un atout majeur, qu'il démarque grandement des chars dont les canons n'avaient pas la même amplitude. Il en allait de même pour les véhicules antiaériens comme le ZSU 23-4. Évidemment, puisque ces véhicules n'avaient pas vocation à être des chars, ils étaient faiblement blindés, et on peut voir certains BMP équipés de kits de surblindage durant le conflit. C'est à ce moment que germa véritablement l'idée d'un blindé plus polyvalent. Il conserverait les capacités d'un Vessi contre les cibles molles, mais serait aussi blindé qu'un char, permettant à ce véhicule d'accompagner les chars dans leur percée et de leur fournir une meilleure couverture contre l'infanterie. C'est ainsi qu'en 1986, donc plutôt vers la fin du conflit en Afghanistan, que plusieurs entreprises se mirent à travailler sur un tel véhicule. Le concepteur en chef de Tcheliabinsk, Valery Verchinsky, résuma parfaitement le rôle du blindé. Construire un véhicule aussi blindé qu'un char et armé d'armes automatiques puissantes. Il faut le placer coude à coude avec les chars ou peut-être même devant. Il détruira alors l'infanterie devant et sur les flancs du char, donnant à ce dernier l'occasion de détruire les cibles dignes d'intérêt, comme les canons anti-chars, les lance-missiles ou les chars ennemis. Finalement, plusieurs conceptions assez différentes apparaîtront. Par exemple, le TNI Tochmash de Klimovsk reprit l'objet 934 conçu à Volgograd et l'équipa, entre autres, de canons de 57 mm, convertissant le léger Soudia en un pur VCI lourd. À Tcheliabinsk, les ingénieurs réimaginèrent considérablement le concept et partant du T-72B conçurent les objets 781. Je dis les 781 puisqu'effectivement les deux véhicules partageaient un nom similaire. D'un côté le 781 SB7 ou variante A et le 781 SB8 ou variante B. Dans tous les cas, les deux véhicules répondaient à des exigences similaires. Si l'on ne connaît pas le blindage du véhicule, on sait seulement qu'il est au niveau des chars, ce que je vous laisserai interpréter en fonction de vos envies, puisque cela ne veut pas dire grand chose. Là où la différence est facilement remarquable, c'est au niveau de l'armement. La première version, forte d'un équipage de 7 personnes, oui vous avez bien entendu, est armée de 2 canons de 30 mm téléopérés et de 2 lance-grenades automatiques sur les flancs. C'est là un problème dont nous reparlerons plus tard, la multiplication de l'armement mènera à la multiplication de l'équipage, encore aujourd'hui. Bref, afin de combattre les chars, il était aussi armé de 2 missiles concours sous fagotte. La variante B était tout de même plus intéressante, puisque le lien de parenté avec un blindé alors en développement, le BMP-3, est tout à fait visible. Pourtant, la tourelle de ce véhicule de combat polyvalent était bien différente, et devait même, selon certaines sources, résister à certains canons automatiques communs. Les deux prototypes seront conçus en 1987 et présentés à l'armée. Les essais seront effectués à Tchebarkoul, près de Tcheliabinsk, avec des résultats généralement prometteurs. Jusqu'en 1990, les deux blindés connaîtront tous les essais et le choix de l'armée se porta sur la première variante, qui semblait plus prometteuse en partie grâce à sa capacité à pouvoir traiter plusieurs cibles en même temps. Il semblait aussi que la deuxième variante soit redondante avec le BMP-3, possédant le même armement et qui venait alors d'entrer en service. Les ingénieurs commencèrent donc à se préparer à une production d'un lot d'essais, mais comme vous le savez, 1990 puis 1991 ne sont pas les meilleures années pour entamer la production d'un blindé en URSS. Les nouvelles réalités économiques feront que l'achat de blindés n'était plus spécialement à l'ordre du jour et encore moins d'un modèle expérimental. Dans ce contexte, Tcheliabinsk fut ordonné d'arrêter les travaux sur l'objet 780 qu'ils garderont de côté en attendant des jours meilleurs qui n'arriveront jamais. Depuis, les deux blindés ont été confiés au musée de Koubinka qui les a récemment restaurés. Puis vint le mois de décembre 1994. Les forces russes bombardent la Tchétchénie et l'armée de terre fonce sur Grozny.
Une fois arrivé sur place, c'est une véritable désillusion. Les blindés sont détruits à la chaîne en combat urbain par l'infanterie tchétchène. Pour citer un exemple tristement célèbre, la brigade Maïkop perd une vingtaine de chars et des dizaines de VCI en une journée. Particulièrement, les blindés antiaériens étaient plutôt appréciés de par leur capacité à élever leur armement dans ces zones difficiles, et on notera l'utilisation assez conséquente de Chilka et de Tunguska, ces derniers engageant même parfois les cibles terrestres avec leurs missiles. Étant parfaitement au courant du carnage qui avait lieu, l'usine de Tcheliabinsk se mit à travailler sans aucune demande de l'armée sur un blindé qui, à la manière de leur objet 780, devait pouvoir fournir l'appui-feu le plus intense, sans sacrifier les autres caractéristiques qui font qu'un char est un char, c'est-à-dire son blindage et sa mobilité. Pour ce faire, la base du T-72AV, c'est-à-dire tout simplement un T-72A équipé de blindage réactif, fut reprise. Le développement de l'objet 787 se fit en seulement quelques mois, puisque la construction du prototype débuta début 1996. La rapidité du développement s'explique par le fait qu'au final, les modifications apportées au T-72AV n'étaient pas extrêmement importantes. La caisse restait la même, et seule la tourelle fut sujette à diverses modifications. Suppression du canon de 125, installation de deux canons de 30 mm sur les côtés, ou bien encore de lance-roquettes en binôme avec les canons. Cette fois, tout ce système d'armes qui porte le nom de Gadjuka, ou Viper en français, était contrôlé par un seul membre d'équipage, qui n'avait néanmoins pas la possibilité de contrôler indépendamment chaque côté de l'armement. Une fois l'assemblage terminé du prototype, il est rapidement passé à la phase d'essai, étant même montré à des représentants de l'armée dès 1997. C'est en avril de cette année que débute la phase la plus intense de ces essais, qui dure plusieurs mois. Le blindé fut testé dans des conditions de combat différentes, devant utiliser différents types d'armements en fonction de telle ou telle menace. Le véhicule se révéla très performant, ou tout du moins était jugé ainsi par les responsables de l'armée. Le ministère de la Défense décida donc de se procurer l'objet 787 et son système Gadjuka, et les constructeurs, très fiers de leur création, se lancèrent dans une sorte de campagne publicitaire du véhicule. Dans la presse locale ou à la radio, le 787 faisait parler de lui et arriva à toutes les oreilles. Cela avait un bon et un mauvais côté. Du bon côté, le véhicule faisait la fierté de l'industrie russe et portait l'espoir de la création d'un nouveau type de blindé, le MBM, qui signifie véhicule de combat polyvalent, puisque le terme BMPT n'existait pas encore. Du mauvais côté, cela consistait en une rupture du secret défense pour les services de renseignement, qui lancèrent une enquête pour identifier et punir les auteurs. Et punis ils l'ont été, puisque tout travail sur le 787 a été annulé puis interdit. Résultat, la fierté de quelques concepteurs a mené à l'abandon d'un type de blindé pendant quelques temps, puisqu'ils étaient les seuls qui s'intéressaient à cela. Le véhicule a ensuite été abandonné à Kubinka et n'a été restauré que récemment. Nous voilà alors en 1998. La plupart des anciennes usines de chars en Russie sont dans une situation économique plus ou moins balbutiante, mais Uralvagonzavod réussit quand même à garder la tête hors de l'eau et à honorer les commandes de l'État. Dans cette situation particulièrement intéressante de monopole, UVZ reprit les travaux sur un véhicule de soutien de blindés. Nom de code Ramka. Les années 90 sont assez terribles et UVZ est dans de grandes phases d'expérimentation, essayant de voir ce qui pourrait intéresser de potentiels clients. Un soin tout particulier fut notamment porté au T90, qui reçut, pour sa version d'exportation, une nouvelle tourelle, un nouveau moteur, etc. Nous sommes dans un cas plutôt similaire avec ce qui s'appelle depuis décembre 99 le Ramka 99. S'il s'agit d'un véhicule évidemment proposé au marché national, il a aussi vocation à être disponible à l'exportation qui, il faut le rappeler, constitue une part très importante des revenus des usines de blindés russes. Bref, un démonstrateur du véhicule conçu par Tyutchugin est officiellement présenté le 11 juillet 2000 au salon Oral Expo Arms. Et c'est avec cette version que commence la descente aux enfers du véhicule. Le BMPT, qui déjà n'utilise pas une caisse de char mais sa propre caisse basée sur celle des chars, semble s'enfoncer dans un concept que l'on peut sans doute qualifier de niche. Armé d'un canon de 30 mm à double alimentation, de 4 missiles Cornet et de 2 lance-grenades automatiques à débattement très limité servis par 2 hommes, le véhicule semble n'avoir absolument pas évolué par rapport aux itérations précédentes. L'une des plus grandes améliorations de ce véhicule est le passage de 7 membres d'équipage à 5, ce qui reste à relativiser. Si cet homme dans un blindé était tout simplement une idée tragique, en mettre 5 dans un véhicule censé être nettement plus moderne n'est pas forcément mieux. L'URSS, dès les années 40, savait produire des armes téléopérées depuis un blindé. À une époque où la conscience de son environnement et l'automatisation étaient clairement plus poussées qu'en 1940, l'utilisation dédiée de servants de lance-grenades en caisse semble au mieux être un retour en 1930 ou, au pire, un travail de sabotage visant à augmenter les pertes potentielles de l'armée russe. Si un ingénieur m'écoute et qu'il souhaite vraiment utiliser des lance-grenades, mettez-les au moins en tourelle. UVZ, évidemment conscient de ses problèmes, proposa une nouvelle version au salon Eurosatori de 2002 à Paris. Et là, les choses deviennent absolument incompréhensibles, et je pèse mes mots sur ce choix, qui peut sembler avoir du sens, mais qui n'en a effectivement aucun. Le dédoublement du canon.
Sur la première itération du BMPT, le canon de 30 mm était tout à fait classique, avec un chargement à double alimentation et tout le reste. Bon, on peut déjà fortement douter de la capacité du véhicule à être future-proof, puisque le canon de 30 mm, même contre l'infanterie, eh bien il commence à se faire vieux. Et il existe des options bien plus modernes, comme les nombreux 57 mm. Bref, imaginez le côté pratique d'avoir un canon d'une précision toute relative, mais pouvant changer de type de munition à n'importe quel moment. Et maintenant, oubliez-le, puisque vous avez deux canons du même calibre étant chacun alimenté avec un seul type de munition. L'intérêt, aucun. Vous avez autant de munitions, le système n'est pas plus facile à utiliser. D'autant plus qu'avoir deux canons rajoute une petite couche de maintenance en plus, et que deux canons côte à côte peuvent avoir un effet sur leur précision. Les missiles anti-char, qui étaient répartis d'un seul côté avant, sont maintenant des deux côtés, et bien évidemment, sans aucune forme de protection, histoire d'avoir bien plus de chances de les voir endommagés pour X raisons. Tous ces choix de conception font du BMPT un véhicule qui n'a plus vraiment de sens dans n'importe quelle doctrine. Le 30 mm est un calibre dépassé, ou plutôt surpassé depuis longtemps dans sa tâche principale, ce qui fait du BMPT plus ou moins une sorte de système anti-char à la Sturmess, rôle qui n'a plus vraiment lieu d'être puisque déjà rempli par les chars de combat. Le véhicule se bute au même problème dans le rôle qu'on lui prête de soi-disant véhicule de combat urbain. La moitié de l'armement est anémique dans des zones urbaines, et il n'est absolument pas mieux protégé que ses congénères armés de canons, bien au contraire même, la tourelle étant non blindée. Finalement, le seul point où le Terminator semble tirer son épingle du jeu, c'est le fait qu'il dispose d'un viseur panoramique pour le chef de char, quelque chose qui manque cruellement dans l'armée russe. Les essais d'état durèrent donc jusqu'en 2006, et là, plus rien. Le projet semble plutôt oublié. Dans une logique d'exportation, le BMPT est présent à la plupart des expositions, mais la Russie ne semble pas vouloir en acquérir. Ce n'est que l'intérêt porté par le Kazakhstan qui poussa la production, toutefois très limitée, du BMPT en 2010. Cette année-là, si vous avez regardé ma vidéo sur le T-14, vous savez que lors d'une interview, Popovkin annonçait quel projet n'était plus financé. Le BMPT en faisait partie. Sur ses propres fonds, UVZ continue à travailler sur le projet et proposa en 2013 le BMPT 72, une version pas franchement plus utile, mais avec déjà moins de défauts que le Terminator. Déjà, le Terminator 2 supprimait les lance-grenades et les servants dédiés, repassant l'équipage à 3 hommes. Il proposait aussi un nouveau carénage pour les missiles, qui, même s'il n'était pas bien épais, apportait déjà un semblant de protection aux missiles. Pourtant, cette version n'intéressa personne. La première version, quant à elle, trouva un client potentiel sous la forme de l'Algérie, déjà lourdement équipée de matériel soviétique et russe, qui commanda un grand nombre de BMPT et qui en possède plusieurs dizaines en service. Là où j'aimerais saluer l'Algérie, c'est sur leur propre version du BMPT. L'Algérie et la Russie ont des budgets pour l'armée considérablement différents, je trouve que leur version est quasiment mieux conçue que celle des Russes pour leurs budgets respectifs. L'apparence peut faire rire, mais finalement, la différence la plus notable est sur la protection qui, même dans le cas du BMPT russe, pose problème. La conduite de tir de la version russe est aussi sans aucun doute meilleure, mais l'Algérie a le mérite de ne pas se targuer de faire les meilleurs véhicules du monde. Dans leur cas respectif, le BMPT algérien est suffisant pour un affrontement contre la plupart de l'armée marocaine, alors que le BMPT russe, contre les armées de l'Ouest, c'est déjà une autre histoire. Par la suite, la Russie modernisa ses BMPT en 2017 en y ajoutant une innovation du BMPT 72, le carénage pour les missiles, et c'est tout. C'est à ce moment que le BMPT connaîtra son baptême du feu entre 36 guillemets en Syrie. Je dis cela car la seule expérience du BMPT se résume à 3 photos dans un parfait état. On peut difficilement savoir ce qui s'est passé, mais cela reste la façon la plus simple d'apposer le sceau de preuve opérationnelle, ce qui dans l'imaginaire collectif indique généralement la qualité d'un véhicule, et là encore, c'est un autre débat. Avec cette petite expérience qui impressionna apparemment le ministère de la Défense, l'armée russe commanda des BMPT et il entra en service en 2018. Pour la suite des opérations, vous en doutez, on arrive en 2022 et à l'invasion de l'Ukraine. Faisant quelques petites apparitions de temps à autre, le véhicule restait généralement en portée disparue depuis la bataille de Severodonetsk. Il revint pourtant sur les écrans quelques mois plus tard, mais très peu souvent en action. La plupart des images montrent les BMPT ne faisant, pas grand-chose. Cela peut s'expliquer aisément par le fait que les Russes aient une dizaine de BMPT, un chiffre comiquement faible, mais j'ai envie de dire tant mieux qu'il n'en ait pas plus. Pour une fois, c'est une bonne décision. Alors quelle est la prochaine étape? Peut-être installer des lance-grenades sur les déports de la caisse des chars pour en faire des milliers BMPT? Non, il ne fera jamais ça. Enfin bref, voilà la fin de la vidéo, plus axée sur mon avis du véhicule et du concept qu'autre chose, et j'aimerais beaucoup connaître votre avis dessus puisque généralement, il ne laisse pas indifférent. On se retrouve la prochaine fois pour un retour aux vidéos normales.